Yes! Salut tout le monde, de retour avec vous autres pour le premier vidéo, la première Weekly Prep de 2026. Je veux commencer par prendre le temps de vous souhaiter une bonne et joyeuse année 2026. J'ai pris un peu de temps off, je vous dirais pour la première fois là, depuis le projet Trade là, en 4-5 ans, durant le temps des fêtes. Donc, tu sais, décembre, pour moi, je vous l'avais mentionné, on avait parlé beaucoup au courant de l'année 2025. J'avais un scénario où si on avait la chance de voir un genre de blow-off top, ça aurait pu être une fin d'année très, très intéressante. Par contre, là, à partir de mi-novembre, on commençait à voir ce scénario-là s'invalider de plus en plus. Et en fait, c'est la règle simple en trading. Si c'est pas ce que tu avais anticipé ou des conditions que tu considères à plus, ça vaut pas la peine de pousser et d'essayer d'avoir raison tout le temps. Tu sais, comme je le dis, puis si vous écoutez les weekly prep sur une base régulière, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ans maintenant que je fais ça pratiquement à chaque dimanche. Là. Évidemment, une couple de dimanches qui ne sont pas faites, mais généralement, c'est toujours un rendez-vous hebdomadaire. T'sais, une fois que les objectifs sont atteints, il faut prendre le temps de back et off et d'observer, laisser le temps au price action de nous redonner des indices pour reframer un plan. Et le mois de décembre, pour moi, valait pas la peine d'être transigé de façon heavy. Donc, c'est un peu ça le petit retour que je voulais faire. Si je peux vous donner un conseil et une suggestion pour 2026, mettez l'accent sur la compréhension. Essayez pas de jumper d'une stratégie à une autre sans la comprendre. Poussez votre knowledge au point de comprendre et de maîtriser qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer d'exécuter. Plusieurs d'entre vous ont des gros problèmes, c'est souvent la gestion des émotions. Mais la gestion des émotions, au final, c'est pratiquement un mythe. Évidemment, ça existe quand même, là, ça reste de l'argent, etc. Donc, c'est toujours impliqué. Mais si tu as confiance et que tu comprends qu'est-ce que tu fais, la gestion des émotions devient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins difficile. Parce que, je veux dire, tu es confiant, tu sais qu'est-ce que tu fais, tu as les datas qui back, qu'est-ce que tu vois. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir du FOMO ou de chasser, etc. Donc, ceci étant dit, on est de retour avec une weekly prep que je vais faire un peu une saveur de préparation pour l'année. Je ne veux pas aller trop deep, mais aujourd'hui, honnêtement, je vais vous donner un peu un contexte, la vision que j'ai pour 2026. On n'est pas dans un price action en ce moment où ce qu'on est capable, du moins que je suis en mesure de vous donner quelque chose de super pointu à très court terme. Je pense qu'on va discuter de plusieurs choses et au courant de l'année, au courant des weekly prep qu'on va faire dans les prochaines semaines, prochains mois, même durant l'année, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on va discuter aujourd'hui, qu'on pourra revenir parce qu'il y a des choses qui vont arriver en temps et lieu. Mais à l'heure actuelle, c'est une situation qui est relativement tendue. On est, encore une fois, je viens de dire tantôt qu'en décembre, c'était pas quelque chose de super intéressant. On est au même point. On est encore dans ce range-là. Contexte géopolitique très, très intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on va discuter de tout ça. On va regarder évidemment les charts également. On a la saison des earnings qu'on a un peu oublié à travers tout ça qui commence cette semaine. Puis, calendrier économique comme d'habitude et un petit outlook sur, oui, on va parler un peu plus overall pour l'année, mais on va parler également pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir. On n'aura pas nécessairement de retour imposant sur la semaine passée. Là, ça fait comme depuis le début décembre que je n'ai pas fait de weekly prep. Mais on va quand même discuter un petit peu du price action précédent. Donc, on va commencer par ça d'ailleurs. Donc, c'est relativement simple. Tu sais, quand je parlais tantôt que à partir de mi-novembre, l'intérêt et le scénario d'un blow-off top de fin d'année s'est mis à s'invalider de mon côté. Je voulais pas voir cette faiblesse. Pas que je voulais pas l'avoir, mais pour un blow-off, le temps est compté vers la fin d'année, la réinjection, les flows, etc. Donc, tu ne veux pas voir une faiblesse se pointer comme mi-novembre. Euh, Personnellement, sideway ou slow grind down aurait pu propulser plus haut. Mais le fait qu'on s'aille éloigné quand même d'une dizaine de pourcents des all-time high, à partir de là, pour moi, ça invalidait le scénario d'un certain blow-off. Donc, on est littéralement là, dans un range depuis le moment où on a formé le low au mois d'octobre et le high également sur la dernière journée d'octobre. Donc, il faut comprendre dans quoi qu'on est en train de travailler. On a un low, on a un high. OK, à partir de là, on a fait un lower low, incapacité de prendre de l'expansion en dessous du range. On fait juste étirer un petit peu le range. Et depuis, on est littéralement là-dedans. Et
Si vous comprenez dans quoi vous êtes en train de travailler, on est autour de 50% de ce range-là. Fait que cette semaine, puis même durant les fêtes, qui a été très précis, by the way, si vous comprenez la liquidité à un autre niveau, comme j'ai dit un peu, là, la liquidité en tant que telle, c'est un peu un mythe, il y a beaucoup plus que ça. Mais ça a été très précis au cours du temps des fêtes. Et si vous comprenez qu'on est dans le milieu d'un range, demandez-vous pas pourquoi la semaine passée, à chaque fois qu'on break, on n'est pas capable de follow through. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. J'ai vu beaucoup de monde se péter à la gueule complètement cette semaine, alors que c'était relativement une belle semaine. Il y a eu des belles runs. C'est juste que tu n'es pas dans quelque chose de directionnel, tu n'es pas quelque chose avec un bias qui est établi. Donc, il faut que tu respectes le range. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait. Donc, tant qu'on est dans ce genre de consolidation-là, dans ce genre de range-là, prenez ça un petit peu plus mollo. On n'a pas de hard bias où ce qu'on est capable de backer, de dire OK, on a des targets vraiment importants plus haut et on va se targeter intermédiaire, etc. Donc, assurez-vous de comprendre dans quoi qu'on est en train de travailler actuellement. C'est pas mal ça que je dirais pour le retour, là, honnêtement. En plus de ce gros range-là, en daily, on pourrait aller sur des plus petits time frames et parler quand même d'un autre range avec lui ici. Avec un autre range un petit peu plus tight ici. Donc, vous voyez dans le genre de marché qu'on est, on est vraiment dans quelque chose qui est sideway, bigger pictures. C'est pas non plus des moments où historiquement, c'est très commun de voir ce genre de tight range-là à ces moments-là. On se croirait relatif. Si tu regardes en daily, là, sur la daily chart ou même sur la weekly chart, ça va être encore un meilleur exemple. Regardez comment ça fait longtemps qu'on n'a pas formé de void d'imbalance. Le seul et unique imbalance qui est intéressant en weekly, c'est celui-là ici qui remonte au mois de juin. Tout le reste, je te dis pas que ça, c'en est pas un qui est pertinent, mais c'est un peu l'aspect de la liquidité et des concepts de smart money que pour moi, il n'est pas totalement pertinent, celle-là. Oui, on a supporté dedans, etc., mais c'est pas la même importance que lui. Et pour le reste, on n'en a pas vraiment d'autres. Oui, un gap qui a fadé. Mais tu sais, on dirait un price action d'été, alors que techniquement, on était dans un moment où on aurait voulu voir une direction plus imposante. Overall, on peut quand même revenir sur l'année 2025 et dire que ça en était quand même une pas pire. Là, on parle quand même d'une année up d'une quinzaine de pourcents sur le Nasdaq, mais surtout d'un rallye de straight up de 60% depuis les lows du mois d'avril. Fait que il faut quand même relativiser puis comprendre un peu que ça a été une année très volatile, en deux temps, je dirais ça comme ça. Le début des tarifs, là, la correction qui a été super intéressante, le début du rallye qui a été super intéressant, et par la suite, à partir du mois de juin jusqu'à peut-être octobre, novembre, où on a un peu de volatilité, ça a été un marché très, très boring, qui est normal durant l'été. Donc, ça serait pas mal ça pour le retour sur les dernières semaines, même un petit peu sur l'année. Maintenant, si on parle un peu de 2026, on va commencer par mettre un certain contexte dans tout ça. Premièrement, c'est sûr que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis toujours en mode très, très prudent dans Q1 de chaque année. Chaque nouvelle année, si tu regardes juste, même historiquement, etc., à point de vue OPEX, c'est relativement dangereux. Pas nécessairement dangereux maintenant, mais autour de février, l'OPEX de février-mars sont des OPEX très, 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 très dangereuses historiquement. Donc, surtout à ces évaluations-là. Je sais qu'on n'est pas en train de coller un top, c'est pas le but du jeu non plus, mais il faut quand même respecter le risque en ce moment qu'on voit d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue AI bubble qu'on a un peu. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'être au top de cette bulle-là? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est la chart, puis c'est quelque chose que j'aurais aimé peut-être être capable d'être plus clair là-dessus. Mais la chart ne m'a pas donné nécessairement ces signaux-là. Je ne suis pas capable de dire que c'est la fin, mais je ne suis pas capable non plus de dire que c'est pas, sans dire le début, mais qu'on n'a pas encore vu la phase de ce fameux blow-off-là que j'aurais aimé voir. J'ai l'impression que c'est tellement rendu un marché qui est drivé par les options, puis le positionnement, puis les produits dérivés, que on dirait que toutes les choses qu'on aurait tendance à voir normalement, en ce moment, c'est toujours un peu le max pain qu'on voit. On voit pas un, on voit pas l'autre, on voit toujours entre les deux où c'est difficile pour les deux extrêmes. Donc, je pense vraiment qu'on est en train de shifter
de ce point de vue-là. Et pas seulement de ce point de vue-là, mais d'un point de vue macro, d'un point de vue géopolitique. Je pense vraiment qu'on tourne la page ou qu'on est en train de tourner la page sur un méga cycle en ce moment. Et que, tu sais, on a tout, ben, on a tout. Il y a des gens plus âgés qui en ont vécu plus. Mais tu sais, si tu as 20, 30, 35 ans, tout ce que tu as toujours vu, c'est les indices qui drop, qui crash, puis qui repartent en V, puis que tu fais juste réinvestir tranquillement, facilement dans les indices, dans les ETF, et toujours, ça fait juste revenir, ça fait juste monter. Mais, tu sais, je ne veux pas être alarmiste, etc., mais si vous plongez plus loin un peu, puis que vous étudiez un peu plus loin dans l'histoire, ça n'a pas été toujours aussi simple que ça. Et en ce moment, c'est la première fois, tu sais, faut pas comparer les graphiques. Je vous dis souvent de comparer les graphiques, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut comparer le contexte. Et d'un point de vue contexte, il n'y a rien qui fit avec. Tu sais, si on regarde, mettons, même depuis 2000, il n'y a rien qui fit avec ce qui est en train d'arriver maintenant. Il faut retourner dans les années 60, 70. Et là, c'était un marché qui était relativement différent. Donc, je vous invite à juste réfléchir là-dessus. Soyez très prudents. Évidemment, tout ce que je mentionne, c'est simplement mon opinion personnelle. Puis comme j'ai dit, on va donner sans dire des hypothèses, mais on va élaborer des faits aujourd'hui ensemble, puis on va regarder au courant de l'année comment que ces faits-là, que ces hypothèses-là se développent. Mais tu sais, pour moi, c'est toujours la même chose depuis 2022. À chaque fois qu'on est en New All-Time High, je ne suis pas intéressé ou je suis extrêmement prudent à vouloir voir la continuation. À chaque fois, si on a la chance d'avoir une correction, à ce moment-là, on évalue, OK, est-ce que c'est en train de flancher complètement ou est-ce que c'est une belle opportunité pour re-rider vers les all-time high. On a toujours l'aspect, lorsqu'on arrive proche des all-time high, est-ce qu'on va ce blow-off-là? Est-ce qu'on va vraiment lever comme dernier leg ou pas? En ce moment, depuis 2022, chaque fois qu'on a blowé, on n'a pas eu. Rappelez-vous l'année passée, les élections américaines, il y a 2 ans, je mentionnais, j'aimerais ça qu'on prenne le feu complètement sur la fin d'année. C'est pas arrivé. Cette année, je vous mentionnais la même chose. C'est pas arrivé. Donc là, on rentre encore une fois dans le même contexte. Début d'année, très instable, beaucoup de risques. On s'entend là-dessus, on va en parler. Est-ce que le pullback peut être une autre opportunité pour long éventuellement cette année? C'est une possibilité, mais avant ça, j'aimerais avoir un peu d'espace là, avant de continuer à injecter à ces niveaux-là. Donc, ça risque d'être une prep un peu plus longue. Aujourd'hui, peut-être que ça va moins vous plaire également parce qu'il y a plus de jasette, un peu moins de graphique. On va y arriver au graphique tantôt, mais je trouve ça important quand même de le faire pour ceux qui me suivent et qui veulent comprendre un peu plus loin pour l'année. Un autre aspect qu'il faut comprendre en ce moment, puis pour cette année, c'est les midterms US. OK? Tout le monde sont comme, hey, dans une année midterm, c'est dur de faire flancher le marché. C'est plus après les midterms. Historiquement, l'année avant les midterms, il y a beaucoup de volatilité. Donc, cette année, c'est sûr à 100%, là, vous le voyez déjà, attendez-vous une année extrêmement volatile. C'est généralement une année difficile jusqu'au midterm. C'est la pire année d'un cycle d'élection US. Et l'année après les midterms, c'est généralement la meilleure année. Pourquoi? C'est relativement simple. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements politiques normalement dans cette année avant le midterm. Et après, là, on a une stabilité qui se réétablit. Généralement, c'est la meilleure année du cycle présidentiel. On l'a déjà vu, là. Trump, en ce moment, il est all over the place. Tu sais, c'est un peu pour ça que je vous mentionne que on pourrait encore pousser cette bulle-là, entre guillemets, à mon avis, parce que là, on est en train d'être dans un dernier cycle de stimulation intense. OK? Trump a déjà annoncé 2000 pièces des chèques de stimulus suite aux tarifs. Il a annoncé qu'il allait injecter des milliards pour baisser les... Il a banni les institutions d'acheter des maisons côté US, qu'est-ce qui va techniquement stabiliser le prix ou peut-être le baisser. Il va canceller J-Pow, changer le président de la Fed pour faire quoi? Pour amener un de ses pions à couper les taux d'intérêt au maximum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu au cours du week-end le vouloir caper les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10%. Ça fait quoi? Ça fait encore une fois et ça stimule l'économie qui est dans une inflation qui est, à mon humble opinion, beaucoup moins stable que ce qu'on tente de nous faire croire. Et c'est quelque chose qui, dans 6 mois, 1 an, on va revoir un effet, à mon avis, qui va lever big time l'inflation qui est, comme j'ai dit, en ce moment, je ne pense pas qu'elle est vraiment sous contrôle autant qu'on tente de nous le faire croire. Donc, tout ça, dans une année midterm, c'est classique. Allez voir dans l'histoire, c'est toujours quelque chose qu'on fait. Le président va stimuler pour favoriser ses votes, etc.
Et on verra qu'est-ce que ça donne, mais c'est assurément un contexte qui est extrêmement dangereux. Et là, je ne vous parle même pas d'un point de vue géopolitique. Si on y arrive d'un point de vue géopolitique, encore une fois, je ne suis pas un expert, on est juste là pour jaser. Ça vous plaît, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, on est là pour échanger. Mais la situation avec le Venezuela, je veux dire, je veux pas dire que je l'ai vu venir, il y en a plusieurs qui l'ont vu venir, mais on en parle dans le Discord, j'en ai parlé avec vous autres, ça fait longtemps. Mais quelque chose que j'ai parlé avec vous autres depuis longtemps aussi, c'est la situation Chine-Taïwan. Ça, c'est le plus important. Et le fait qu'on ait pris Venezuela de cette façon-là, c'est pratiquement inévitable que la prochaine étape, c'est Taïwan. Et ça va amener une volatilité beaucoup plus grande que ce qu'on a vu avec le Venezuela, qui était déjà price-in. Je veux dire, on le savait, ça faisait longtemps, c'était juste inévitable. On faisait des exercices militaires autour. Je veux dire, on ne fait pas ça pour le fun. C'est une question de temps. C'est arrivé. À partir de là, tout le monde s'attendait à une énorme volatilité sur les marchés. Personnellement, je l'ai mentionné, je ne pense pas que ça va changer grand-chose à court terme. C'est les événements qui vont découler de ça qui sont super intéressants. Mais personnellement, même que je vous dirais que j'ai vécu ça dans le passé, c'est faux. J'ai pas 30 ans d'expérience. C'est des situations assez uniques qu'on est en train, qu'on a la chance de vivre quand même. Donc, assurez-vous de tout assimiler ça, mais surtout comprendre le risk premium là-dedans. Le marché ne price pas tout le temps ou ne démontre pas toujours le risque réel dans les marchés. Mettons demain matin, là, Chine invade Taïwan, c'est quoi la réaction sur le SP500 puis sur le Nasdaq, puis mettons sur un titre comme Nvidia, sur un titre comme Apple, où ce que, mettons Nvidia, le gros de leur production est là. Ben, je sais pas, c'est quoi, c'est 20-30%? Si Nvidia drop de 20-30% demain matin, c'est quoi la réaction sur le SP500, sur le Nasdaq? C'est différent là, c'est des choses qui sont difficiles à évaluer. Il faut quand même le respecter. On ne vit pas dans la peur, etc. Mais il faut comprendre qu'en ce moment, on est dans une période là, très instable et le marché le représente bien en étant up, down, sideway, consolidation, mais avec beaucoup de volatilité. Donc, comment qu'on fait pour tirer notre épingle du jeu là-dedans? Ben, on choisit bien nos titres, évidemment. On est intelligent sur le choix de nos positions, sur le position sizing également. Et surtout, on respecte le risque et on accepte d'avoir tort. Ce n'est pas un marché pour dire je hold, là, je vais déplacer mon stop. En fait, c'est jamais un marché pour ça, mais il y a des fois où c'est peut-être un peu plus confiant en ce moment-là. Évidemment, c'est pas quelque chose que je ferais, ça, c'est certain. Donc, c'est pas mal ça pour le overview que je voulais vous mentionner, mais le gros à retenir, puis c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait la prep la semaine passée, je me suis dit, bon, je vais laisser une semaine, peut-être qu'on va avoir des indices d'un point de vue price action. On n'a pas vu grand-chose. On a vu un marché qui avait la difficulté à plonger, mais on a également vu un marché qui a de la difficulté à garder un certain rythme sur le upside. Donc, si on regarde le Nasdaq, enfin, Matt, enfin terminé de jaser, ça a pris 20 minutes. On va regarder des graphiques. Ben oui, on va regarder des graphiques. Weekly chart, OK? Quelque chose qu'il faut garder en tête pour assurément cette année, mais peut-être même Q1, ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Puis j'en ai parlé l'année passée, là. Le fameux void du mois de juin ici, sur la weekly chart, ça pour moi, là, c'est quelque chose qui devrait être revisité cette année. Un peu dans le contexte que je vous ai dit tantôt, si on va down first, ça veut pas dire. Puis tu sais, je m'attends pas à ce que ça soit straight line. À moins qu'il arrive des Black Swan, puis que ça dégénère complètement, là, ça peut virer au vinaigre un peu. Mais sinon, comme j'ai dit un peu tantôt, le max pain, là, c'est que ça soit pas straight line down, ça soit pas straight line up, ça soit juste grind lower. Un peu comme 2022, où que la volatilité était down, mais les indices étaient down également. Fait que tu sais, on a souvent tendance à parler de la divergence entre le VIX et les indices VIX up, indice up. Mais VIX down, indice down, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver à quelqu'un qui veut protéger ses positions avec des edges, etc. Donc, je ne fermerai pas la porte cette année à quelque chose du genre si on veut vraiment trouver un certain top. Mais à court, moyen terme, mon objectif serait vers 23 000 là, sur le Nasdaq, sur NQ. Si on peut aller là en Q1, ça serait intéressant de voir par la suite. C'est un peu un make or break là-dedans. Là. Si on se met à partir en dessous de ça, là, je pense qu'on peut vraiment confirmer peut-être une année très difficile de slow grind down qui nous amène éventuellement peut-être même vers ces lows-là. Là, c'est un peu de la...
on spécule là, sur quelque chose de plus majeur. Mais on va commencer par discuter de ce niveau-là. Pour moi, ça serait vraiment assurément quelque chose que vous devez avoir sur vos graphiques et quand même quelque chose que vous devez avoir en tête. Lorsque le buy sera confirmé down, qu'est-ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais lorsqu'on a des signatures qui nous donnent la confirmation qu'on veut aller lower pour vrai, ça serait vers ça que je me tournerais comme target ultime. Sur le upside, ben c'est sûr qu'on a la tête dans les all-time high, encore une fois, même si mon discours est un peu soyez prudent, mais je ne voudrais pas dire bearish nécessairement, mais on est quand même comme à 2%, peut-être 2-3% des all-time highs. On a la tête dedans. Je ne suis pas un fan de trader les all-time highs. Je suis un fan de trader les all-time highs dans un marché super bullish, stable, qui favorise la croissance. Intrinsèque, naturel, non pas par des stimuli comme on le fait. Donc, pour moi, là, trader les all-timers en ce moment, c'est extrêmement complexe. Très difficile de faire confiance à quoi que ce soit. On va quand même le faire. Mais si c'est le cas, pour moi, on va commencer par voir le all-timer sur Nasdaq first. Par la suite, sérieusement, c'est relativement difficile. Il va falloir laisser le temps aux choses de printer quelques chandelles. Pour tracer un fib là-dessus, redonner la même zone ici que je vous ai donné sur la zone verte. Ce serait ma première objectif vers 28 000, éventuellement peut-être 30 000 sur NQ. Comprenez-moi bien, là, le rollover des contrats change les prix de temps en temps, mais pour l'instant, sur les contrats de décembre, ça serait quelque chose de relativement réaliste. On va commencer à plus court terme, par exemple, par parler du void en daily qui est ici. Très important, surtout les highs qui sont là. Pour moi, ça pourrait même être le point tournant. Donc, c'est comme, entre guillemets, la dernière chance, si on veut shorter ce marché-là. Venir peut-être printer une wick là-dedans avant de voir une rejection. Si on a la chance de voir ça, pour moi, ça va valoir la peine d'ouvrir des positions short et de tenter quelques swings si jamais on quitte cette zone-là avec conviction. Pour moi, c'est honnêtement des opportunités qui sont très, 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 très intéressantes. Particulièrement que là, on rentre dans une semaine OPEX. L'OPEX de janvier, ce n'est pas nécessairement le plus important, mais il y a des importances un peu différentes de d'habitude. Donc, les 2 semaines suivant l'OPEX de janvier, ça pourrait peut-être être une fenêtre d'opportunité. Donc, pourquoi pas comme début de semaine up, mercredi d'une semaine OPEX, là, je voudrais peut-être pas qu'on prenne le all-time high. Mercredi d'une semaine OPEX, on commence à trouver une certaine faiblesse et on se positionne short. On donne une shot là-dessus. Ça serait quelque chose de très, très intéressant. Donc, ça, c'est ma vision un peu plus. Tu sais, je vous l'ai donné là, comme moyen, court terme. Ça serait plus ça. Si on regarde maintenant vraiment sur une chart en 1 heure pour voir cette semaine en tant que telle, là, ben, je viens d'en parler un petit peu. Allez visiter cette zone-là, allez printer une wick sur 26,365 serait quand même intéressant. Mais tu sais, quelqu'un qui veut vraiment scalper littéralement la session de lundi, puis ça pourrait te donner plus d'indices. Surveillez le niveau 24,885. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, pour moi, je serais relativement confiant qu'on peut aller lower vers ça et ultimement peut-être quelque chose de plus sérieux. J'attire votre attention quand même sur quelque chose. Ok? Si vous regardez les zones que j'ai en bleu et en mauve, vert, plus vert en fait. Vous voyez comment ils sont loin. Il n'y a pas grand-chose. Je vous dirais, là, tu sais, ça c'est un lot, mais comme je l'ai dit, d'un point de vue liquidité, quelqu'un va dire, hey, ça c'est un lot important. Pour moi, c'est pratiquement rien, ça. Qu'est-ce qui est important, c'est ça ici. C'est ça ici, c'est ça ici. Enfin, vous voyez comment il n'y a pas grand-chose. C'est des zones que le prix doit aller, OK? Doit être rebalancé éventuellement. Et quand on a rien comme ça, ou il y en a, mais pas beaucoup, là, c'est généralement, ça suggère des runs assez violentes et très directs. Je pourrais vous faire des exemples, éventuellement, on pourra faire une vidéo là-dessus. By the way, si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous aimeriez que je fasse en 2026, je veux recommencer à faire plus de contenu sur YouTube. Pour la première fois, je vous dis ça. Mais là, je suis vraiment craqué. J'ai déjà une liste de vidéos. Je vous ai fait une vidéo déjà sur les prop firms. Je vous ai fait une vidéo sur les trade copiers. Je vous invite à aller écouter ça. Mais en 2026, je veux faire un peu plus de contenu et ça va passer par vos demandes spéciales. Donc, ça devrait aller piner des prix relativement quick. Donc, c'est pas mal ça pour le Nasdaq à court terme, si je peux dire, et également un petit peu plus moyen terme. Pour le SP500, il y a une divergence importante quand même en ce moment qui est intéressante. Mais je commencerai par vous parler du même setup que Nasdaq. Donc, ce fameux void-là du mois de juin en weekly, c'est mon main focus. Je vais dire Q1, mais ça pourrait, cette année, j'aimerais et je suis très confiant qu'on revisite ces niveaux-là cette année. C'est sûr que c'est un statement que on a beaucoup de chances d'avoir raison vu que l'élément de temps est long, mais je favoriserais Q1 personnellement. Ça ne veut pas dire que je short maintenant, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir d'ici la fin de Q1.
Vous voyez la divergence, on est venu chercher le New All-Time High sur le SP500, mais vous voyez comment on est incapable d'expand higher high, higher high, higher high, higher high. Donc j'ai vraiment hâte de voir le début de la semaine si on est capable de donner un bump. La même zone ici, qui est une zone Golden Fib du retracement d'avril, on a déjà la tête dedans sur Nasdaq et vous avez vu comment que Nasdaq n'a pas eu besoin de, en ce moment, on fait un lower high. Ben, j'aimerais peut-être voir up en début de semaine, c'est quoi, 2% peut-être, vers aller taper cette zone-là. Et le scénario que je vous ai expliqué tantôt sur Nasdaq pourrait devenir relativement intéressant si le SP500 également embarque là-dedans et va fader lower. Ça serait quelque chose que j'aimerais voir de la part du SP500. Encore une fois, si jamais on continue à grinder les all-time highs, c'est pas un environnement où je suis à l'aise de long à long terme ou même à moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le day trader activement et avoir du succès, mais ça ne sera pas un all-time high que je vais vraiment aimer personnellement. Donc voilà pour ça. Sur le downside, ben, on va commencer par parler peut-être de ce lot-là. On peut aller peut-être en 1 heure. Là. C'est un peu la même chose que le Nasdaq. J'ai pas une tonne d'intérêt. Ça serait en mode scalp. Est-ce qu'on peut perdre est-ce qu'on peut perdre ce niveau-là? Ici que j'ai oublié de tracer, mais est-ce qu'on peut perdre ce niveau-là avec beaucoup d'expansion? Si la réponse c'est oui, OK, on peut peut-être aller attaquer les lots qui sont ici. Et c'est la même chose sur l'SP500, il n'y a pas une tonne de zones. Il y a beaucoup d'espace entre les zones, qu'est-ce qui fait en sorte que ça pourrait suggérer beaucoup de volatilité. Une fois qu'on frappe ça, si on le blow, boom, ça risque de drop hard. Si on tient ça, boom, ça risque d'être quick. Et là-dedans, il y a fuck all non plus jusqu'à 66,80. Donc, évidemment, je ne vous apprends rien en vous disant que ça va être une année qui est très volatile. On va faire un petit overview également de d'autres choses que juste Nasdaq, le SP500 pour le premier vidéo de l'année. Le Dow est le clair leader cette semaine, là, autant up que down. On a vu beaucoup de volatilité là-dessus. Je ne suis pas un fan du Dow, c'est le fun à trader de temps en temps. Mais c'est sûr qu'avec tous les conflits, les titres défensifs, les titres industriels, les commodités, les métaux, les énergies qui sont strong, c'est sûr que ça favorise les titres industriels qui font partie du Dow. Donc, c'est pas une mauvaise idée peut-être de trader un peu plus activement le Dow, ou du moins d'y donner un peu plus d'importance. Mais tu sais, il est intéressant, là, ça, faut pas le nier. Les small caps également, le Russell, qui est relativement intéressant. Gardez en tête ce niveau-là. Je sais qu'il doit déjà être en all-time high sur l'ETF, mais avec les rollovers, ça reste un contrat qui est un niveau qui est très important, qui date de 2021. Donc, je regarderai pour focuser vers ces niveaux-là. Si on parle un peu, je vous ai parlé beaucoup de ma vision pour les indices, etc. Mais si on revient sur l'année 2025 pour les métaux, particulièrement en gold, c'est pas compliqué. Depuis 2022, je vous parle de mon intérêt vers gold à plus long terme, d'un monster bull market qui se prépare. On l'a vu, la consolidation. Je sais que vous êtes comme, c'est bien trop parabolique. Oui, mais as-tu vu la consolidation qui a duré littéralement de 2011 à 2024? C'est le genre de jus que tu as besoin pour aller là. Et ça corrobore beaucoup la situation d'incertitude, la situation géopolitique, bubble, etc. Les métaux sont en parabolique. C'est pas quelque chose qui aide l'inflation, by the way, non plus. Donc, très intéressant comme situation, très, très, très strong. Je m'attends pas à ce que ça fade. Par contre, attendez-vous à avoir de la volatilité. Tu peux pas monter littéralement de 80%, puis de ne pas t'attendre d'avoir des pullbacks qui sont plus imposants. Puis on l'a vu, là, gold, complètement débile, là, des pullbacks de 10% en 2-3 sessions, ou même en une session, 6%. C'est une belle volatilité. Est-ce que c'est sain? Ben, je ne dirais pas que c'est encore malsain. Est-ce que c'est sain overall pour les institutions, pour tout ça? Est-ce que ça ajoute un risk premium? Absolument. Mais d'un point de vue de trading, c'est le fun de voir cette volatilité-là. Pour gold, je demeure très bullish là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir une certaine correction? Absolument. Mais même si on a une correction, pour moi, je demeurais relativement confiant qu'on va continuer à grinder higher. Le silver, je ne suis pas un expert en silver, mais j'en ai parlé aussi beaucoup. Quelque chose qui est tellement lagué, c'est juste incroyable la manipulation qu'il y a eu là-dessus. Puis en ce moment, on décolle pas rien qu'un peu. Là. Faut faire attention, ça va venir dangereux. Il faut comprendre l'aspect de tout ce que ça implique. Oui, c'est beau, vous êtes long sur silver ou long sur gold, ça monte, c'est le fun, mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'autres impacts que juste votre portefeuille. J'ai hâte de voir si on peut continuer à complètement blower off sur silver, mais
sais, c'est dangereux pour les institutions, c'est dangereux pour plusieurs éléments plus important que juste dire c'est un graphique. Là. Quand on parle de commodité, quand on parle d'énergie, de métaux qui partent sur des runs générationnels comme on est en train de voir là, ça l'implique beaucoup plus que juste dire hey, c'est bullish, ça monte. Ça l'implique une tonne de choses d'un point de vue fondamental, etc. Les pays, les réserves, etc. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment ça va se développer. Mais pour moi, c'est sûr qu'un new all-time high, c'est pratiquement inévitable, relativement quick. Le next punch, attendez-vous de voir si on a de l'expansion ou pas, ça serait quand même important pour, par la suite, peut-être une période de quelques semaines, là, à voir, OK, est-ce qu'on crée quelque chose, on supporte, on continue à grinder, ou est-ce qu'on crée quelque chose et on le fade, et là, on pourrait peut-être amorcer une certaine correction. Donc, gardez ça en tête, mais assurément très important. On parle rapidement du pétrole. Beaucoup de monde qui s'attendait, je m'attendais peut-être un peu plus de volatilité avec la situation du Venezuela, mais il faut comprendre une chose là-dessus. Là. En ce moment, le CL spike, puis c'est même pas à cause du Venezuela, c'est à cause de la situation en Iran. Ça brasse beaucoup, beaucoup Middle East. J'en ai pas parlé tant que ça dans l'intro, mais la situation là-bas est complètement, je ne veux pas dire hors contrôle, là, mais ça brasse beaucoup, beaucoup. Et là, est-ce qu'encore une fois, les US vont intervenir là-dedans? C'est toute cette incertitude-là, c'est ce qui cause en ce moment que crude est up. Pour ce qui est des gens qui sont comme, hey, la situation avec le Venezuela, qu'on reprenne le pétrole, la plus grosse réserve au monde, ça va complètement crusher le crude. Éventuellement, on parle de peut-être 5, je sais pas, là, je donne des timelines, peut-être 2 à 5 à 10 ans. Il faut qu'ils réinjectent des tonnes et des tonnes et des tonnes de milliards là-dedans, dans les infrastructures, pour les ramener au niveau précédent. Donc, on n'est pas là du tout en ce moment. Fait qu'avant de reparler d'un contrôle accru sur le crude et sur le prix, on n'est pas là. Fait que l'impact, c'est la raison pour laquelle l'impact en ce moment est pratiquement nul. C'est plus la situation en Middle East là, qui cause en ce moment ce spike-là. Mais on a call-out un méchant beau long vers 59,20 cette semaine. À partir de là, personnellement, je le vois peut-être même spiker 60-63. Et si c'est le cas, c'est pas bon pour l'inflation, c'est pas bon pour grand-chose. Tout le reste monte également. Donc, on verra. La situation sur le crude est vraiment très, très, très importante également. Pas mal ça que je voulais parler. Peut-être quelques titres en terminant. Euh, et en revenant un peu sur les prédictions que j'avais faites là, précédemment au cours de l'année 2025. Rappelez-vous à Apple, comment je vous l'ai vendu de fois dans ces coins-là. On est parti sur une run vers les all-time high et même, je parlais de 300 comme target ultime cette année. On est allé à 2,90, donc à quand même une run de 36 points qui était mentionnée. Maintenant, on est sur un gap important. C'est sûr que, comme j'ai dit, si les indices continuent sa gravité higher, ça va passer par des titres comme Apple. Et le fait qu'on soit loin comme ça, les all-time high, alors que le Nasdaq et le SP500 soient aussi proches, c'est quelque chose qui est relativement décisif. Si Apple fade complètement, attendez-vous que le gap entre les deux se ferme, donc les indices pourraient accélérer agressivement lower. Et à l'inverse, si Apple amorce un bounce et qu'on retourne vers all-time high, 300, etc., ben, ça va propulser les indices parce que Apple est à une douzaine de pourcents des all-time high. Les indices sont comme à... Ben, le SP500 est déjà all-time high, le Nasdaq à quelques pourcents. Donc, c'est le genre de choses à surveiller. Je ne suis pas nécessairement une position que j'aimerais entertainer en ce moment. On verra pour la suite. Un titre comme Tesla également qui était, je ne sais pas combien de fois je vous ai dit que j'aimais ce titre-là vers la fin de l'année. Et je vous donnais comme target ultime, bon, le all-time high, ça c'était numéro 1, mais je vous ai parlé beaucoup du chiffre 500. On est allé littéralement à comme 10 cents du chiffre 500. Donc, vous pouvez dire que je suis radoteux, là. On n'a pas eu raison là-dessus, mais c'est des blagues un peu parce que quand on lit ça à comme 10 cents, là, quand même intéressant comme réaction. Maintenant, on a un gros pullback, lui aussi, ça va, tu sais, vous voyez là, il y a beaucoup de large cap, beaucoup de, je ne vais pas dire rotation, mais vous avez vu le Dow et le SP500 beaucoup plus performé que le Nasdaq récemment, ben, ça s'explique par ça. J'aime Tesla long, si jamais la force revient, c'est juste qu'il faut quand même être prudent là-dedans. Vous avez vu le Russell être beaucoup plus fort, ben, je vous parle encore une fois des deux titres principaux que j'aime en termes de small cap, que j'aime beaucoup la volatilité. En FRM, j'en ai parlé beaucoup l'année passée. On n'a pas eu le blow-off de fin d'année. Mais au final, on a eu quand même le setup. On n'a jamais. C'est surprenant de voir un titre aussi volatile que ça supporter aussi bien que ça. Et pour l'instant, là, on semble vouloir enfin décoller. Donc, j'aime le void ici. J'aime le chiffre 100 qui est un objectif depuis quand même longtemps. Donc, surveillez ça de près. Et X, Y, Z.
qui est Square également, que j'aime beaucoup. Donc, range, vraiment, vraiment, vraiment clean ici. J'avais parlé, OK, si on range break, j'aime le long. Finalement, les earnings ont gap down. Lower low, à partir du lower low qui a été fait, je mentionnais, lorsqu'on fait un higher high, il m'intéresse. On l'a fait ici, donne même une opportunité de rentrer maintenant pour une run. Je sais que tout le monde est en train de dire, ah, mais là, c'est juste un break et on retest et on va follow through. C'est une possibilité. Mais si cette portion-là, c'est un fake out, ben attendez-vous à ce que ça soit un putain de rip-off. Donc, à suivre, je trouve que d'un point de vue risk-reward, c'est des niveaux qui commencent à être relativement intéressants euh, de ce côté-là. Est-ce que j'oublie de quoi? On peut parler du VIX un petit peu en terminant, puis des yields. Le VIX, tu sais. Est-ce que vous trouvez que le VIX, tu sais, si vous regardez d'un point de vue de la chart, est-ce que le risque en ce moment dans le marché, avec toutes les choses que je vous ai élaborées, est-ce que vous trouvez qu'il est visuellement visible si on regarde le VIX? Je vous le dis souvent, le VIX, c'est plus le même VIX qu'on avait là, 5-10 ans. Il y a tellement, tellement d'évolution du côté des produits dérivés. Chaque nouvelle OPEX est la plus grosse OPEX ever parce qu'il y a de plus en plus d'options, etc. Fait qu'il faut pas le voir nécessairement de cette façon-là. Mais tu sais, personnellement, si, mettons, les indices commencent à monter un petit peu, je continue à m'attendre de voir VIX up, indice up pendant une petite période de temps, peut-être même une longue période de temps. Donc, gardez ça en tête. Ça ne veut pas dire de shorter parce que le VIX monte et que les indices montent. Euh, En fait, on le voit là. VIX, low. Regardez où est-ce qu'on a closé vendredi et le SP500 a fait un new all-time high. Donc, on a indice up, VIX up en ce moment. Ça ne veut pas dire de shorter. Mais faites attention à votre lecture et à vos analyses sur le VIX. Je vois des tonnes de gens qui font de l'analyse technique avec des trend lines sur le VIX. Sérieusement, je ne peux pas penser à quelque chose qui veut absolument plus rien dire que tracer des trend lines sur le VIX. Tracer des trend lines en général, c'est focal, mais tracer des trend lines sur le VIX, euh, sérieusement, perdez pas votre temps avec ça, ça sert à rien. Comprenez, encore une fois, comme je l'ai dit au début du vidéo, en 2026, mettez l'accent sur la compréhension. La volatilité, c'est littéralement un rabbit hole, c'est sans fin là-dedans, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que juste dire ah, le VIX, hop, le VIX est là, je vais shorter, tu sais, c'est pas de même ça marche. Donc, gardez ça en tête quand même, mais ça veut dire qu'il est moins pertinent qu'avant. Il est totalement pertinent. Surtout les réactions qui sont pertinentes. Et on termine avec les yields. Ça va être super intéressant de suivre ça cette année. Avec tous les stimuli que Trump veut mettre en place. On veut couper les rates au maximum. Il ne faut pas non plus oublier que depuis ce jour-là, on a coupé les taux jeudi 25 septembre, je crois, là. Pardonnez-moi si c'est quelques jours off, mais dans ce coin-là, depuis qu'on a eu un rate cut, deux, trois rate cuts, les yields sont quand même higher. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important à suivre. Ça ne veut pas dire que ça impacte votre trading maintenant, mais c'est ça. C'est intéressant de surveiller ça, là. Ça, c'est sûr. Une autre chose, j'ai oublié, le dollar US. En terminant, le dollar US avec la situation fondamentale qui a changé un petit peu avec le géopolitique. Vous avez vu spiker. Cette semaine, on a parlé de ça. J'ai dit on va reject, mais je ne m'attends pas à ce qu'on reverse. Donc, on le reclaim. Maintenant, j'aimerais voir ce void-là supporter le prix. Et j'aimerais voir peut-être le dollar recommencer à avoir une trend qui est relativement strong vers, bon, minimum ce gap-là. Mais peut-être même, c'est ça. Il y a de la place, honnêtement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire là-dessus, mais tu sais, la situation géopolitique, c'est quelque chose qui joue beaucoup, 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 beaucoup sur le dollar. En ce moment, je ne peux pas avoir un bias qui est turbo clair, mais j'aurais tendance à favoriser up sur le dollar US, down sur l'euro. Et je finis là-dessus pour vrai. Gardez les divergences. Ce lot-là, ce lot-là, ce lot-là. C'est une méga divergence avec le dollar US. C'est ce qui framait mon bias long sur l'euro avant Noël, avant les fêtes. Mais le fait que maintenant, bon, on a frappé quelque chose, surtout que du côté fondamental, ça a changé, on pourrait closer ce genre de gap-là très, très quick, à mon avis. Donc, peut-être une opportunité short sur l'euro à suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois. 40 minutes. Je pense qu'on a donné pas mal de jus. Sûrement que ça va être la vidéo le moins écoutée parce qu'il est long. Mais en même temps, je pense que c'est un des plus pertinents qu'on a fait depuis longtemps. Si vous voulez amener votre trading à un autre niveau, si vous voulez amener votre compréhension à un autre niveau,
C'est le genre de choses qui peut vous aider. Ça ne va pas tout changer. Ça reste une vidéo par semaine. Si vous voulez aller plus loin, le bootcamp redécolle en février. 3e cohorte. Les résultats sont exceptionnels là-dedans. Je vais mettre les détails dans la description si ça vous intéresse. Le Discord est ouvert, free pour tout le monde. Ça vous donne accès, pas juste au Discord, ça vous donne accès au live, ça vous donne accès à des heures de formation, des capsules éducatives, une shitload de trucs gratuits que vous allez pouvoir garder accès. Donc, venez nous rejoindre, c'est 100% gratuit pour tout le mois de janvier. Et on a un nouveau joueur, Charbiz, qui est de retour avec nous autres pour call out des stocks, des options et surtout des swings de qualité. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année encore une fois, bonne semaine, bonne année de trading et on se voit dans le chat. Salut tout le monde.